Bonjour à tous et bienvenue. On va commencer le live. Donc je me présente, je suis Fanny, je suis Social Media Manager à la Wildcat School. Donc, qu'est-ce que la Wildcat School? C'est une école qui forme au métier tech. On a 4 domaines, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc design produit, développement web, data et tout ce qui va être infrastructure et cybersécurité. On a 6 campus en France et un à distance et 2 cursus, donc bootcamp pour les débutants en 5 mois et alternance en 15 mois. Et à l'occasion de la future rentrée qui arrive en février, aujourd'hui, on va se focaliser sur le développement web, notamment le bootcamp, puisqu'on a 2 cursus, donc un cursus en PHP et un cursus en JavaScript. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va un peu démystifier les deux pour vous. On a Genox qui est là, bonjour. Fabandian, bonjour à vous tous. Valala, bonjour. Oishos, salut. Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial qui va durer un peu plus longtemps que d'habitude. On est là pour 1 heure avec vous et on va vous présenter donc 2 langages, PHP et JavaScript, puisque c'est un des deux qu'on va devoir choisir lorsqu'on commence à se former à la tech à la Wildcat School. Et ça peut être parfois un peu compliqué de choisir. Pour ce faire, on est avec des experts sur le sujet, donc Julien, Michael et Nicolas. Je vous laisse vous présenter. Je t'en prie, Julien, vas-y, commence. Merci, Mickaël. Bonjour à tous, bienvenue ici. Alors, je ne dirais pas que je suis expert en JavaScript, parce que être expert en langage, c'est un petit peu très, très poussé. Mais effectivement, je suis formateur sur le bootcamp en développement et la spécialité, mon langage aujourd'hui de prédilection, celui que j'enseigne, c'est le JavaScript. Voilà. Si je vous dois faire un petit retour, je suis, comme peut-être certains d'entre vous, moi j'ai fait une reconversion il y a 5 ans, 6 ans. 6 ans maintenant, avec un bootcamp. Suite après, c'est plutôt après le bootcamp que les postes que j'ai trouvés m'ont plutôt formé sur le langage JavaScript. À la sortie du bootcamp, j'étais un petit peu hybride, on avait fait un peu des deux. Et après, c'est l'expérience et les postes qui m'ont spécialisé en JavaScript. Mickaël, je te laisse la main. Comment prendre la main après cette présentation, c'est exceptionnel. Non, moi je suis expert, hein, j'aime bien le terme. Je rigole, bonjour à tous. Déjà, moi je suis ravi d'être sur Twitch, c'est un outil que j'utilise quotidiennement, donc ça me fait très plaisir d'être là. Peut-être ma carrière de streamer va enfin se lancer, qui sait. Donc moi je m'appelle Michael Lambert, j'ai 34 ans et je suis formateur PHP à la Wildcat School. Pareil que Julien, j'ai fait une reconversion professionnelle un petit peu moins grande, dans le sens où j'étais développeur et je suis passé formateur, mais ça m'a quand même demandé de me reconvertir. Écoutez, je suis là pour répondre à toutes vos questions et vous aider à choisir votre langage. Et du coup, vas-y, je te passe la main, Nicolas, je t'en prie. Et bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis un ancien welder, donc je me suis reconverti en 2022. Voilà, et maintenant, je suis responsable PHP dans la boîte Urbanise où je travaille actuellement en tant que développeur. Donc, je fais du PHP et du JS. Voilà. JavaScript. Hyper intéressant. Merci pour ces petites présentations. De toute façon, vous aurez l'occasion de nous réexpliquer un petit peu votre parcours et les langages avec lesquels vous travaillez. Pour commencer et mettre un petit peu tout le monde dans le bain, on va commencer avec un petit jeu. Donc, vous pouvez répondre vrai ou faux en temps réel dans le chat. On va mettre des affirmations sur la présentation et Julien, Michael et Nicolas vont nous dire si c'est vrai ou faux et pourquoi. Et comme ça, on va déjà avoir un peu une meilleure idée de ce qu'est un langage de programmation. Donc, être développeur, c'est coder toute la journée. Est-ce que c'est vrai ou faux? Aucun indice. Neutre. Neutre. Ah, on a une geek pas comme les autres qui nous dit faux. Valala, est-ce que je suis le seul à avoir du mal à entendre? Je vais monter un petit peu le micro alors. Hop. Est-ce que c'est mieux, Valala? Ah, super. On a Simon qui nous dit faux. Est-ce que vous voulez répondre à cette affirmation? Bien sûr, je vais y aller. Hein. En effet, c'est faux. Il y a beaucoup d'autres choses qui tournent autour du développement. On ne va pas coder toute la journée. Il y a une grosse partie de réflexion sur ce qu'on va produire. Il y a une grosse partie d'organisation aussi.
il y a beaucoup de communication entre les diverses équipes de votre entreprise. Donc vous êtes développeur, mais vous allez sûrement communiquer avec d'autres services, que ce soit le marketing, le produit, tout ça, la data. Donc non, ce n'est pas coder toute la journée, ça reste quand même une partie importante de votre métier, mais il y a beaucoup d'autres choses à côté. On va passer à l'affirmation suivante. On a Floto qui nous rejoint. Bonjour la Wild. Hello. Tu arrives pile pendant le petit jeu vrai ou faux, donc tu es dans les temps. Valhalla qui dit et boire des cafés et envoyer des gifs animés. Oui, Ah. c'est une grosse partie du travail, effectivement. C'est tout à fait ça. 80% du travail. Ensuite, on a le langage de programmation est un outil avec lequel le développeur code. Est-ce que c'est vrai ou faux? N'hésitez pas à nous dire dans le chat aussi. Ah, Julien, on a un de tes élèves. Promo septembre 2022. Bonjour Julien. Bonjour Flo. Ah, j'en ai croisé dans le chat un petit peu des anciens mots aussi. Ça fait plaisir. Alors, mais non, on n'a pas de réponse à notre question pour autant. Est-ce Vrai. que Simon qui nous dit vrai? C'est peut-être un peu plus compliqué pour celle-là. Alors, Abandon qui nous dit vrai. totalement Team PHP, vrai. mais je reste fair play. C'est bien, Floto. C'est tout le sujet de ce live, donc c'est super. Ulrich, totalement vrai. Et Valhalla qui nous dit vrai. Effectivement, c'est quoi je vais répondre sur le coup. Effectivement, le langage de programmation, en fait, il en existe plein dans le monde de l'informatique. Certains sont plus dédiés au web que d'autres. Et effectivement, c'est à partir de ce langage, on va s'appuyer sur ce langage pour résoudre un problème. Un langage de programmation, c'est avec ça qu'on code. Et l'objectif est de résoudre un problème que l'on rencontre dans notre interface. Coder, faire activer un bouton pour effectuer telle action ou telle chose. Prochaine affirmation, un site se construit avec un seul langage. Est-ce que c'est vrai ou faux? N'hésitez pas à nous répondre encore une fois dans le chat. Faux de Floto. Lily qui nous dit faux aussi. Kleb qui est dubitatif. Une geek pas comme les autres qui nous dit archi faux. C'est même pas faux, c'est archi faux. Techniquement, on peut, mais Valhalla n'a pas l'air convaincu quand même. Ulrich, faux. Est-ce que vous pouvez répondre Fabandian, faux également. Plutôt unanime. Nico, tu veux y aller? En JS, c'est possible. Ouais, tout à fait. Donc, je pense qu'il n'y a que des bonnes réponses. Pour donner l'exemple de la boîte dans laquelle je travaille, donc Urbanis, on utilise 3 stacks. On utilise du PHP, du JS et du Python. Donc, pour un seul site que le client voit, on utilise 3 stacks différentes. Et je rajouterais que vu qu'on est en formation de développement web, on va s'appuyer sur 2 langages qui ne sont pas des langages de programmation, mais dans la question ne posait pas ça, qui sont HTML, CSS. Donc même en JS, je vous mets au défi de me faire une interface sans HTML et CSS. On a Valhalla justement qui nous dit ce serait du HTML pur, mais ça peut se faire pour le troll. Bien évidemment, il y a plein de langages qui communiquent ensemble pour faire un site internet, une application web. On pourrait même retrouver un langage back-end sur une application, ou quelque chose qui se passe derrière, et peut-être un langage de développement mobile pour développer ce qu'on voit de cette application. Donc vraiment, ça communique ensemble. Il n'y a pas qu'un seul langage pour coder un site. Prochaine affirmation, travailler avec un langage nécessite des années de pratique. Est-ce que c'est vrai ou faux, selon vous, dans le chat? N'hésitez pas à nous donner aussi vos cas personnels, si vous travaillez avec un langage en particulier, lequel c'est, depuis combien de temps vous l'apprenez, etc. Il y a un voyage à gagner à la fin, si jamais vous répondez bon à toutes les questions. À Bali, pour 2 personnes, n'hésitez pas. C'est maintenant. Bon, on va participer du coup, Mickaël, comme on a toutes les réponses. J'avoue. Je dois revoir pour mes congés, par contre. Il y a peut-être un truc à organiser. Je réponds que pour le voyage alors. Ah bah mince. Faux. Floto qui nous dit faux, on peut être productif rapidement, mais de toute façon, on apprendra tous les jours. Et Cap qui nous dit faux aussi. Genox, le fait de commencer par le bac, très logique. Un langage très basé sécurité et l'embellir avec du JS React, c'est top.
Alors, Ginax, je pense que tu codes un petit peu quand même, parce que Ouais. tu as mis des notions qui ne sont pas destinées aux débutants. Faux, merci ChatGPT. Bon, tu brises un petit peu le rêve. Ulrich, faux. Famandian, faux. Est-ce que l'un d'entre vous peut répondre? Ouais, bah ouais, je veux bien y aller. Donc non, en effet, c'est faux, hein. Apprendre un langage, ça nécessite pas des années de pratique. Peut-être que sur la première fois que vous allez aborder un langage de programmation, ça va vous prendre peut-être un petit peu plus de temps pour l'assimiler et l'appréhender. Mais une fois que vous en avez appris un, une fois que vous avez la bonne structure, la bonne façon de réfléchir, la bonne façon de s'organiser, vous verrez que vous allez en apprendre plusieurs dans votre vie de développeur et qu'au final, les suivants sont beaucoup plus simples à apprendre. Il y a beaucoup de notions qui vont revenir. Les différences se feront principalement au niveau de la syntaxe, mais en effet, c'est totalement faux. Ça ne nécessite pas des années de pratique pour en apprendre un. Après je ferai la subtilité un petit peu quand même, c'est de dire, c'est un petit peu comme une langue étrangère. Ça veut dire que si vous voulez apprendre l'anglais pour aller discuter avec des gens dans un pub, il ne faut pas des années pour apprendre cet anglais-là. Effectivement, si vous voulez apprendre à parler, écrire correctement l'anglais shakespearien, donc se plonger très en profondeur dans les langages de programmation, là on devient spécialiste et ça peut prendre des années. Mais un développeur web, il est plutôt sur le premier registre, de pouvoir naviguer facilement et comprendre très rapidement les langages les uns les autres. On n'a pas vocation dans un premier temps à être des spécialistes, des docteurs en langage de programmation et de comprendre toutes les subtilités. Hyper intéressant comme comparaison, Julien. On a Fleb justement qui dit merci, ça faisait partie de mes craintes. Mais Nicolas, tu pourras peut-être aussi nous expliquer toi comment ça s'est passé pour toi une fois que tu as fait le bootcamp. Est-ce que Oui. justement tu es resté sur le même langage, etc. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler C'est ça. après. On a Valala qui nous dit c'est comme le piano, on peut avoir des résultats sans avoir besoin d'être expert. Perso, j'en fais depuis 10 ans, une fois tous les 3 mois. Donc, j'imagine que du coup, tu fais plus de code, tu es plus régulier. Donc, on va passer à la prochaine affirmation. Donc, de nouveaux langages émergent constamment et il faut tous les apprendre. Est-ce que c'est vrai ou faux selon vous? Et est-ce qu'on doit justement faire cet apprentissage pour rester à jour en développement web? Oh pitié, non. Ça a le mérite d'être clair. Pas tous les langages, mais il faut rester curieux. Très bon commentaire, ça. Est-ce que vous voulez répondre peut-être en attendant d'autres réponses? Moi, je dirais que par expérience, on commence par un. Voilà, et après, c'est notre capacité de curiosité et notre vie professionnelle qui décideront de la suite. Voilà, Absolument. parce qu'on peut commencer par apprendre n'importe quel langage et puis trouver un poste derrière et de se sentir bien dans ce langage-là et de trouver suffisamment, entre guillemets, confortable dans sa vie pour pas aller chercher autre chose. Rester juste curieux sur son langage et ses évolutions et ça nous suffit pour travailler et ça fera pas de nous un mauvais développeur ou avoir plein de stacks comme Nicolas dans le truc et toujours être en train de jongler de l'un à l'autre et ce qui fait qu'on élargit le panel au fur et à mesure. Il y a autant de cursus et de développeurs de ce côté-là que de possibilités. J'aimerais revenir sur un terme que tu as utilisé, Julien, c'est stack. C'est peut-être quelque chose sur lequel on va revenir durant le live. Une stack technique, c'est vraiment l'ensemble des langages qu'on utilise pour l'application web ou le site internet. On appelle ça dans le métier une stack. Et donc voilà. Et pareil, j'en profite aussi pour vous dire, si jamais il y a des mots de vocabulaire qu'on utilise ou des termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez surtout pas à le mettre dans le chat. On est là pour vous expliquer justement. C'est juste que nous, parfois, on est habitué à les dire. Donc n'hésitez pas si vous avez des choses que vous ne comprenez pas. Une pile d'outils, très bien. Voilà. Merci pour ce rappel, Michael. On va passer à la avant-dernière affirmation. Il est conseillé d'apprendre au moins 4 langages avant de se lancer dans le développement web. Est-ce que c'est vrai ou faux, selon vous? Et si vous êtes dans le code, n'hésitez pas à nous dire combien de langages vous maîtrisez. On a Jean, entre-temps, qui nous dit « Entendre le nom d'un nouveau langage, voir sa syntaxe, crier, s'évanouir. » Ça sent le vécu.
Et Ulrich qui nous dit que c'est bien de se spécialiser au fil des années, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être fermé à ce qui se fait dans d'autres langages. C'est une super mentalité. Absolument. Valhalla qui nous dit maîtriser, 0. Alors, je pense pas qu'on parle d'expertise à 200 sur le langage, mais en tout cas, des langages avec lesquels tu peux travailler. Voilà, après, faut rester lucide que même si on connaît un premier langage, on ne peut pas dire que parce qu'on a fait 3 bouts de ligne dans un langage, on connaît le langage. On a fait une découverte, mais pour apprendre un langage, il faut toujours un minimum d'investissement de je dirais quand même quelques semaines pour pouvoir avoir des réflexes d'écriture en fait. C'est pas très long, le deuxième est plus rapide que le premier, mais il y a un peu de réflexe d'écriture à générer, donc il faut un peu d'investissement aussi. Alors, je vais répondre, il est conseillé d'apprendre au moins 4 langages pour débuter. Alors, c'est vrai et faux. Je vais m'expliquer un petit peu quand même, parce que je vois mes collègues qui sourient. Alors, si on parle de langage de programmation, JavaScript, PHP, et ainsi de suite, non, un seul va nous suffire au début pour faire. Par contre, on va avoir des langages périphériques pour créer une interface, faire des couleurs, faire des choses comme ça, ou plus loin, aller chercher des données qui vont être autour, qui vont être des langages un peu périphériques. On va avoir un langage central et un seul suffit. Et après, on a les langages de décoration un petit peu. Ouais, je suis totalement d'accord. Je rajouterais juste que ça va aussi venir avec votre vie professionnelle et votre curiosité. Il y a des gens c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure en fait. C'est qu'il y a des gens qui vont être plus curieux que d'autres. Il y en a d'autres qui vont se retrouver à changer de travail plus régulièrement. Donc avoir des stacks techniques, comme on l'expliquait tout à l'heure, différentes. C'est très pas aléatoire, mais ça change selon la vie de chacun. Il n'y a pas de nombre particulier. Quand on vous dit 4, c'est pas forcément un nombre à avoir et c'est pas sur ça qu'il faut se baser. C'est plus selon votre curiosité et selon ce que vous avez envie de voir et ce que vous devez faire au travail. C'est exactement ce que Ulrich nous dit aussi. Apprendre un langage dépend du besoin. Curiosité, Mickaël. Curiosité, t'as exploré combien de langages? Moi, tu vois, je suis pas quelqu'un de très curieux. C'est pour ça que j'ai changé de métier. Je suis parti de développeur en formateur. Au final, moi, j'ai travaillé avec je travaille avec 3 langages principaux, autres des langages de périphérie dont tu parlais juste avant. Même pour quelqu'un de pas forcément très curieux comme moi, j'ai dû me retrouver dans des situations où j'ai dû en apprendre plusieurs. Alors pour donner des termes techniques, il y avait le Java, le PHP et le Python. Donc voilà, 3. Et toi, Julien? J'ai débuté en PHP, j'ai fait du JS, du Perl, du Python. Voilà. Et en ce moment, j'aimerais bien trouver du temps pour faire du Rust. Il faut trouver du temps. Et pour ma part, je vois que ça parle beaucoup de curiosité. Donc, j'ai été formé en JS à la Wild et j'ai fait du PHP depuis. J'ai fait du Bash pour faire des scripts et automatiser des tâches. Et puis après, en curiosité, j'ai fait un tout petit peu de Rust et de Python pour faire mes premiers Hello World. Voilà, en curiosité. Bon, vous êtes plutôt curieux quand même alors. Vous êtes des bons exemples. C'est ça. On va passer à la dernière affirmation avant de rentrer un peu plus dans le sujet. Si je veux coder une application, je dois coder depuis mon téléphone portable. Est-ce que c'est vrai ou faux? Selon vous, n'hésitez pas à nous dire dans le chat. J'ai Dax qui dit non en majuscule. Alors quand on met des majuscules, c'est qu'on exprime le cri. C'est ça, je l'ai lu comme ça aussi. Ah, ça répond pas à la question, Genox. Le Swift, oui. Mais fais-le-tu depuis ton téléphone? Faut juste le bon langage. Voilà qui dit avec les pieds. Et en battant des blancs en neige, évidemment. Simon qui nous dit l'horreur. Genox qui nous dit sur PC. Et Floto, solution de chauffage alternative. Lep qui nous dit faux. Donc le chat tend plutôt vers le faux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est faux. En effet, on ne code pas depuis son téléphone portable. On a des outils qui nous permettent de le faire depuis une machine, un PC, un Mac, ce que vous voulez. Mais non, le code se fait majoritairement sur machine physique.
pas sur téléphone portable. Même Top. sur tablette, très peu. Vous pouvez, hein, mais prenez du plaisir, quoi. Amusez-vous, hein. Vous allez galérer, hein. Déjà, on cherche plutôt à avoir des très grands écrans, donc les réduire avec un tout petit truc. Non. Ouais, parce qu'en fait, souvent, vous allez voir que vous allez avoir plusieurs outils côte à côte. Vous allez devoir afficher votre page pour voir le résultat. Vous allez devoir avoir votre outil d'édition de texte qui vous permet de coder. Vous allez peut-être avoir besoin d'avoir une documentation à côté. Vous avez peut-être besoin d'avoir, je sais pas, votre messagerie parce que vous parlez à quelqu'un en même temps. Donc, en fait, il y a plein d'outils en même temps. C'est très délicat d'avoir un petit écran et de pouvoir travailler à l'aise et correctement de cette manière. Tout à fait. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Vous étiez hyper engagés dans le chat, donc c'est très cool. On a prévu d'autres petits jeux pendant le live, ne vous inquiétez pas. Mais là, on va passer sur une partie plus technique. On va quand même essayer de rester en surface, en tout cas de rester très accessible pour les débutants. Donc on va parler des langages de programmation, donc JavaScript et PHP. Déjà, est-ce que vous connaissez ce qu'est un langage de programmation dans le chat? Est-ce que vous faites déjà un peu de code ou est-ce que vous êtes débutant? N'hésitez pas à nous dire un peu quelle est votre situation. Et pour commencer par la base, Michael ou Julien, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment on crée une page qui est hébergée sur un site web? C'est quoi HTML, CSS? Quel est le rapport avec une page web? Parce que c'est souvent ce qu'on voit avant même d'apprendre un langage de programmation. Ouais, bien sûr, je vais commencer par répondre. Donc, comment créer une page hébergée sur un site? Enfin, déjà, de base, il ne faut pas grand-chose, hein. Il vous faut l'application bloc-notes si vous avez envie sur votre ordinateur. Et il suffit de venir écrire du texte dans un fichier, tout simplement. Ça va vous permettre de créer votre première page. L'idée, c'est qu'il y a des langages de balisage qui existent, enfin un particulièrement qui s'appelle le HTML. Donc, c'est une manière d'écrire une structure de code et c'est ce qui va vous permettre de structurer votre page Internet. Je prends un exemple, c'est si vous avez envie de mettre un titre, si vous avez envie de mettre un paragraphe, si vous avez envie de mettre une image, une barre de navigation, tout ça, le HTML va vous permettre de faire ce genre de choses-là. Maintenant, le HTML, on va souvent le coupler à ce qu'on appelle le CSS, qui est un autre langage qui vient styliser un petit peu ce que vous avez fait. Donc l'idée, c'est que, par exemple, vous avez mis votre titre, vous avez mis votre barre de navigation, et puis votre titre, vous voulez qu'il soit vert, pourquoi pas? Et bien, écoutez, vous utilisez le CSS pour rendre votre titre vert, ou vous allez utiliser le CSS pour dire ma barre de navigation, elle va être en haut, elle va être à côté, elle va avoir une marge de quelques pixels, etc. C'est ce qui va vous permettre de rendre plus joli votre site. Donc les deux langages communiquent bien ensemble, le HTML pour la structure et le CSS pour tout ce qui est stylisation de cette structure-là. Et donc, question peut-être la suite logique un petit peu à ce que tu viens de dire, Michael. Pourquoi, du coup, apprendre un autre langage? À quoi ça sert, en fait, d'apprendre un autre langage très rapidement avant de rentrer dans le détail? Alors, pourquoi on apprend un autre langage et pourquoi sur ce HTML, CSS, on va ajouter un langage de programmation? Et en web, on a les deux grands qui sont dans le titre de notre truc, le JavaScript et le PHP. Eh ben, ça va être pour rendre les pages un peu plus dynamiques et pouvoir créer des pages en fait plus facilement. Faut voir que en fait, ces deux langages-là, ils sont un peu natifs avec le web. Ils sont arrivés en même temps que le web, contrairement à d'autres langages de programmation dans les années 90. Et ils ont tous les deux eu deux vocations différentes. JavaScript, c'est le seul langage qui tourne dans votre navigateur. Okay, dans votre outil, là, dans notre interface, on a le JavaScript et ça va permettre de venir animer les choses, de réagir quand l'utilisateur il clique à tel endroit, quand on clique sur une barre de navigation. Voilà, JavaScript va pouvoir venir récupérer les informations et travailler derrière. Donc, ils vont nous permettre de faire de la logique. Un petit peu, quand on dit faire de la logique, ben, je clique, qu'est-ce qui se passe quand on clique? Voilà. Ah ben, je change de page, ben, on va pouvoir le faire en JavaScript. PHP, pareil, natif. À la base, ils étaient tous les deux complémentaires. On travaillait un peu avec les deux. Quand on voulait faire quelque chose dans le navigateur, on utilisait JS. Et PHP, ça a été, ben, je vais vous prendre un exemple, c'est sur les sites de e-commerce, on a les très très grands noms qui commencent par des A et ainsi de suite. Il y a des milliers et des milliers de pages. Eh bien, on n'a pas un développeur qui à chaque fois écrit le HTML et le CSS de la page. Non, c'est pas comme ça. En fait, la page, eh bien, faut se l'imaginer, c'est comme maintenant on reçoit dans l'administration, c'est un petit peu un formulaire PDF avec des champs libres. Eh bien, ce formulaire, c'est ce qu'on appelle un template. Il va être généré en PHP et en fait, on va venir juste insérer les données qu'on a besoin pour rendre cette page particulière. Voilà, donc le PHP a été créé pour faire des templates
et éviter la permanence d'écrire du HTML et du CSS en se disant que c'est toujours la même chose, et le JS pour l'animation. Aujourd'hui, l'évolution des deux langages ont fait que les deux ont pris le relais l'un sur l'autre. Donc JavaScript permet de faire du templating et PHP a plein de subtilités pour venir créer de l'animation dans le navigateur. Donc voilà, historiquement, il y en avait deux, ils étaient complémentaires, et en fait, petit à petit, dans l'histoire, l'un a grappillé l'autre, et les deux peuvent faire la même chose aujourd'hui. Absolument. Michael, est-ce que totalement- tu veux nous parler un petit peu justement de PHP? Bien sûr. Alors bon, on va parler peut-être un petit peu d'historique. Déjà, c'est un langage qui a été créé il y a une trentaine d'années, en 95. Il a été rendu public 2 ans après, donc ça fait quand même assez longtemps. Il est vraiment célèbre dans le monde du développement web parce que il est vraiment à la base de la création des sites internet. C'est devenu un peu une fondation autonome. Il y a une énorme communauté dessus. Tout ça nous permet quand même de dire qu'il est quand même très loin de disparaître. Il vous permettra de découvrir les fondamentaux de la programmation, je dirais. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que là, ça va être un petit peu trop technique, mais c'est vraiment les bases et les fondamentaux de la programmation. Il est très stable, régulièrement mis à jour. On est à la version 8 actuellement, 8.2 même. Voilà, c'est très utilisé pour tout ce qui est CMS. CMS, c'est les générateurs de contenu, un peu que vous connaissez sûrement, WordPress, PrestaShop, Shopify, toutes ces choses-là, utilisent du PHP. Il y a beaucoup de sites internet actuels qui l'utilisent. Donc voilà. Et justement, lors du bootcamp, les élèves doivent choisir entre ces deux langages. Comment on choisit un langage lorsqu'on commence? La flemme qui dit on sent le romantisme du PHP, c'est beau la passion. Alors, on a une longue histoire d'amour, le On a PHP. des formateurs passionnés à la Wild. Des hauts, des bas, Nicolas, est-ce que tu pourrais, non, pas de souci, nous dire justement comment en fait on choisit ce langage, enfin, comment ça s'est passé pour toi lors de ton inscription en bootcamp? Parce que du coup, toi, tu t'es formé à un langage sur les deux pendant le bootcamp. Oui, tout à fait. Alors moi, ça a été par choix de proximité pour le coup, parce que j'avais un campus à Biarritz, pas très loin de là où j'habite. Et du coup, j'ai pu étudier JavaScript, puis TypeScript, on en reparlera tout à l'heure, lors de ma formation initiale à la WEL. Et donc, comme j'ai dit, c'était un choix de campus et ça m'avait été recommandé par ma conseillère de l'APEC, quand j'étais dans une reconversion. Il y avait plutôt des bons feedbacks, des bons retours sur la WEL. Donc voilà, j'ai sauté le pas de me reconvertir grâce à la WEL. Voilà. Et sur JS, pour le coup. Top. Merci pour toutes ces infos. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous codez justement et quel langage vous utilisez ou quel langage vous avez appris en premier. On a Valala qui nous dit pendant mes études, j'entendais bon, PHP c'est bientôt mort. Ça fait 20 ans. Ça va. Le bientôt est plutôt relatif dans ce cas-là. T'as un peu répondu à ta question toi-même, du coup, Valala, tu vois. Oui. Totalement. On a Floto qui nous dit j'aimais bien l'éléphant, donc j'ai pris PHP. C'est vrai. Parce que du coup, le symbole de PHP, c'est un éléphant. Là, on l'a pas mis sur la slide, mais c'est là que vient ce commentaire. On a une geek pas comme les autres qui nous dit quand tu débutes PHP, c'est un maxi casse-tête. On aura l'occasion de revenir là-dessus et de peut-être changer un peu ton avis. En tout cas, de te faire voir ça autrement. Un vrai marronnier. On a Valala qui nous dit à l'échelle de l'univers, c'est peut-être pas totalement faux. Ça va bientôt disparaître, mais dans ce cas-là, JS aussi, donc finalement. On a Simon qui nous dit qu'il a fait le bootcamp JS, puis ensuite TypeScript et React. TypeScript. Next. On reviendra sur TypeScript un peu plus tard. Pour le moment, on a encore, Ulrich qui me dit j'ai commencé par du C, C++, assembleur, JS, Java, PHP. Un parcours solide. Ouais, solide, ouais. Pour le moment, on va refaire un petit jeu parce que vous avez bien aimé le premier, donc pourquoi pas en fait en refaire un. On a 4 sites à vous présenter et vous allez devoir deviner si c'est du PHP ou du JS, donc PHP ou JavaScript. Vous pouvez répondre directement dans le chat. On a d'autres commentaires qui parlent des langages, on reviendra un petit peu là-dessus après.
On en reparlera justement sur comment choisir son premier langage, etc. Je Donc, vais revenir sur le ouais, commentaire de Alp avant quand même. Attention à ne pas confondre Java et JavaScript. oui, très important. Voilà. Donc effectivement, mais c'est vrai et c'est pas vrai. Effectivement, à la fin, quand on fait du PHP sur le cursus de la Wild, à la fin, il y a forcément une découverte de JS pour venir faire compléter les petites interactions qu'on veut rajouter. Mais souvent, à la fin du parcours JS, moi, mes élèves, je les incite fortement dans les 15 derniers jours à aller découvrir le PHP pour aller faire un peu de templating et voir comment ça passe. Parce que comme on dit, l'un est complémentaire de l'autre et notre objectif est la reconversion, donc vous ouvrir un maximum de portes et d'ouvertures pour la suite. Je suis tout à fait d'accord. Je reviens même, je complète un peu ce que tu dis par le commentaire de Valhalla qui nous dit que je ne sais pas si JS est mieux pour être honnête. Justement, c'est un peu ce qu'on veut essayer de casser, c'est qu'on ne veut pas comparer les deux, on veut vous expliquer les différences entre les deux, et c'est ce que tu dis à la fin. En fait, vous en apprenez plusieurs. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est selon les besoins, peut-être qu'il y en a un qui va plus vous servir. Selon votre curiosité, il y en a peut-être un qui va que vous allez plus aimer. Mais il n'y a pas de notion de meilleur que l'autre. C'est justement ça qu'on essaye un petit peu de vous expliquer. Tout à fait. Et on va revenir beaucoup plus en détail là-dessus, juste après le petit jeu, justement, parce qu'on va essayer de vous montrer quelque chose aussi avec ce petit jeu derrière le côté ludique. Le but, c'est très simple, c'est d'essayer de trouver si c'est un site qui a été fait avec JavaScript, ou avec PHP. J'ai mal mis ma pause, là, il ne faut pas faire ça. Java n'est pas JavaScript. Donc, vous allez devoir trouver, donc vous pouvez répondre dans le chat PHP ou JavaScript. Donc, le premier site qu'on a choisi, c'est donc Blablacar, que vous connaissez certainement, que vous avez peut-être même utilisé déjà. Selon vous, est-ce que c'est plutôt un site qui est codé avec PHP ou avec JavaScript? On a Blender Futurama qui nous dit PHP, Flep qui nous dit JS. Blender nous fait une multi-réponse. PHP, Symfony et JS. On a Pipette Jeuge qui dit PHP. Oishus, PHP. Floto, JS. Et ne geek pas comme les autres, JS. On va donc Simon qui nous dit JS, PHP. Bref, c'est assez partagé. Et c'est donc JS. Donc ça, c'est une capture d'écran qui a été faite avec Wapalizer, qui est une extension qui vous permet justement de voir un petit peu les stacks utilisés sur les sites. Michael ou Julien, est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu justement ce qu'on peut voir là, parce qu'il y a plein de langages, pourquoi c'est du JS, pourquoi il y a autant de choses? Effectivement, quand on fait une analyse des sites internet, alors il faut déjà prendre quand même avec des pincettes, parce que ça ne détecte pas tous ces analyses-là. Mais on va avoir une série de technologies qui ont été utilisées. Il y a les langages de programmation avec leur framework ou librairie. Il y a le côté, est-ce qu'il y a du code exécuté dans notre navigateur ou est-ce que ça se passe que sur les serveurs, des ordinateurs distants qui nous délivrent le site? Et après, il va y avoir tout ce qu'il va y avoir autour. On va avoir les outils statistiques. Alors là, on a Adjust, mais souvent, on trouve du Google Analytics, qui est l'outil le plus commun et le plus grand. On va avoir des choses pour faire du style, on voit du style component, des choses comme ça. Là, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est qu'on va voir React. Donc ça va être dans notre navigateur. On va avoir une librairie JavaScript Preact qui va plutôt être côté serveur. Et là, ça ne ressort pas, mais derrière, il y a du PHP sur le serveur pour Blablacar. C'est-à-dire qu'on a vraiment plein d'hybrides. Est-ce que tu peux nous expliquer, comme le dit Valhalla, ce que c'est serveur justement? C'est pas forcément. Alors la notion de serveur, en fait, il faut voir que en informatique, notre ordinateur, avec notre navigateur, il a la capacité de consulter une page HTML qui va nous donner notre interface. Michael nous a expliqué, on a des balises qui vont nous donner notre interface. Mais d'où vient ce fichier-là? Ce fichier-là, il est stocké ou généré sur un ordinateur distant. Okay. Distant, quand on dit il est hébergé, on ne sait pas où, dans des gros, ce qu'on appelle les data centers et ainsi de suite, dans des gros trucs. On va mettre notre code sur cet ordinateur là-bas. Et en fait, quand notre navigateur, on tape notre URL en haut, ça va aller chercher le fichier correspondant sur ce serveur et notre navigateur va le lire. Très clair. Est-ce que je réponds à la question? Voilà, donc on a du code qui peut être exécuté dans notre navigateur ou sur cet ordinateur distant. Voilà, ce ne sera pas forcément le même et pas forcément le même langage. C'est très bien. En fait, c'est des termes que vous allez souvent entendre si vous vous mettez au développement. C'est la notion de client et de serveur.
Donc, si on veut vraiment finir ce qu'a dit Julien, c'est le client, c'est votre navigateur, et le serveur, c'est la machine distante sur laquelle est stocké vos fichiers. Et parfois, on va utiliser ces termes-là, donc essayez de les retenir. Ça vous servira. On va passer au prochain site. Tenez-vous prêts sur vos claviers, ça va aller très vite. Ouais. On a donc choisi Wikipédia. Est-ce que, selon vous, Wikipédia, c'est plutôt fait avec JavaScript ou avec PHP? En tout cas, Pensez une chose est sûre, ils ont oublié le CSS. Ouais. C'est pas très stylisé, ouais, je te l'accorde. Mais c'est pratique. On a donc du Fonctionnel. PHP dans les réponses. Majorité de PHP dans les réponses, du JS aussi. Et il s'agit en effet de PHP. Michael, est-ce que tu peux un peu nous décrypter justement cette analyse faite par Wapalizer? Oui, bien sûr. Bah, là, pour le coup, Wikipédia, comme l'a dit Julien, c'est un site assez basique, hein. On a vraiment du PHP qui va nous permettre d'accéder aux données dynamiques de notre site et le HTML, la structure de notre page. Donc, si vous voyez l'image en fond, est-ce que tu peux revenir sur la slide d'avant, juste que j'ai Oui, l'image? bien sûr. Merci. Donc, vous voyez, en fait, ce que je vous expliquais, le HTML, c'est vraiment, on a notre barre à gauche, on a un grand descriptif au milieu et une barre de détail à droite. C'est ce qui vous permet un peu de structurer. Le PHP, lui, vient récupérer les données dynamiques selon l'article que vous voulez. Donc là, on est sur l'article de Wikipédia. Ben, il va dire Wikipédia, c'est quoi sa description, c'est quoi ses détails, tu peux me les afficher. Donc là, on est vraiment sur un site basique avec deux langages, dont PHP, un langage de balisage, le HTML, pas trop de CSS, et on voulait vous montrer ça pour vous dire, voilà, c'est très basique et ça marche très bien. Voilà. Et je vais répondre à Prochain Cyril qui avantage. dit c'est moche, donc c'est PHP. Ben, viens faire un cours avec moi, tu vas voir comment je fais des choses hyper jolies en JS. Je connais pas le CSS, moi, alors ça n'a rien à voir. C'est plus de la sensibilité personnelle de ce côté-là. Et moi, je peux faire des trucs très moches en JS aussi, hein, attention. Vous pouvez aussi faire des trucs très beaux en JS et en PHP. C'est très faisable. C'est vrai. On va le prendre comme ça plutôt. Ouais. Il vaut mieux. On va passer au prochain site, donc l'avant-dernier, que vous connaissez certainement, j'ai pas besoin de vous dire le nom, mais c'est Netflix. Est-ce que selon vous, Netflix utilise plutôt PHP ou plutôt JavaScript? On a du PHP dans les réponses. Symfony. Du JS. Je t'aime bien, On a Flotoprof. Floto qui répond à ce qu'on disait juste avant, donc il dit avec Symfony UX, plus besoin de JS. On a toujours besoin d'un peu de JS dans sa vie et d'un petit peu de PHP. Non, mais c'est vrai, JS excusez-moi, React. je profite de l'interlude. Ce qu'il dit Flotoprof, c'est exact. Alors, Symfony X, ça parle pas à beaucoup de gens, je pense, mais c'est important d'en parler. C'est ce que disait aussi Julien plus tôt. Maintenant, avec du PHP, on va pouvoir générer du JavaScript. Il existe des outils qui vous permettent de coder en PHP, qui vont vous générer du JavaScript et du coup des animations, de la dynamisation de site assez intéressantes. On peut faire tout avec l'un et tout avec l'autre. C'est ça qui est très pratique aujourd'hui. Stimulus. En effet. Absolument. Et pour répondre du coup à la question par rapport à Netflix, on a plus de JS dans les réponses quand même que de PHP. Et en effet, vous avez raison, c'est du JS. Julien, est-ce que tu veux encore une fois nous expliquer un petit peu ce qui se cache derrière Très bien, Netflix? donc voilà. Donc là, on voit qu'on a derrière, on a React. Donc ça veut dire ça, c'est quelque chose, c'est du JS. C'est vraiment une librairie qui est exécutée dans notre navigateur et qui va faire toutes les animations. Alors sur le côté Netflix, c'est assez compliqué après de savoir exactement ce qu'il y a sur le serveur. Hein. Donc l'interface va être gérée et maintenue par du JavaScript. Par contre, au niveau du serveur, on va avoir énormément de technologies. Ça veut dire qu'on a un site, si on le décortique un petit peu, qui est multi-usage, on va avoir tout l'affichage. Et là, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il y a comme technologie. Les études qu'on a faites, c'était un petit peu du Java. Mais on va avoir une autre partie qui est encore autre chose et qui est à borderline par rapport au web. Ça va être le stream. Et le stream, c'est un ensemble de technologies derrière. Donc, on aura du Java et on a d'autres choses pour gérer tout ça. Donc, sur le serveur, là, il y a vraiment, je pense, des développeurs de tous les langages qui communiquent entre eux et qui doivent apprendre à passer de l'un à l'autre et faire parler tel code à tel autre pour gérer, en fait, toutes les possibilités que nous offre Netflix. Il y a l'interface, mais le stream, il y a l'affichage des choses, il y a le paiement et tout ça, je ne sais pas combien de langages ils ont derrière, mais ils doivent en avoir plein d'autres. Ouais, il y a du Python pour l'analyse de la data, tout à fait.
Exactement. Top. On va passer au dernier site à analyser, qui est donc Lydia. Est-ce que selon vous, pour Lydia, on utilise du JavaScript ou plutôt du PHP? N'hésitez pas à répondre, hein, même si vous vous trompez, il n'y a pas de problème. Il y a des petits pièges là. C'est le dernier petit quiz, enfin la dernière petite devinette, donc n'hésitez pas à répondre. Ah, bah du coup, Mickaël, je pense que tu as un peu influencé les réponses. Ouais, Parce désolé. qu'on a les deux, PHP quand même, WordPress, du PHP, les deux. Il a WordPress, raison. effectivement, hein, il y a du WordPress. Il a raison. Et en effet, Alors, spoil, c'est un peu délicat là, parce que là, on vous parle d'un site internet de présentation d'une application mobile. Donc, c'est quelque chose d'assez différent. En effet, ce site internet est développé grâce à WordPress. WordPress étant codé en PHP, vous voyez le site internet en PHP. Maintenant, moi, je vais plus vous parler de ce que je vous disais tout à l'heure, la notion de communication entre une application mobile et un langage de programmation. Vous allez avoir toute la partie visible, pour l'IA, hein, je parle, hein, toute la partie visible de l'application. Donc, lorsque vous allez utiliser l'application sur votre téléphone, tout ce que vous allez voir est codé dans un langage qui est propre au mobile que vous utilisez. C'est-à-dire que si vous utilisez un Android, le code qui est géré derrière sera du Java, pas du JavaScript. Attention, du Java. Si vous l'utilisez à partir d'un téléphone iPhone, un téléphone Apple, ce sera codé en Swift, donc qui est le langage de programmation des applications pour téléphone. Maintenant, je vous parlais de ce qui est visible. Ce qui va se passer lorsque vous allez utiliser l'application, lorsque vous allez envoyer de l'argent à quelqu'un, lorsque vous allez créer des transactions récurrentes, par exemple, tout ce qui va se passer derrière, tout ça est codé dans un langage, ce qu'on appelle back-end, et du coup en PHP. Donc en fait, on a une espèce de communication entre le PHP et d'autres langages de développement d'applications mobiles. Et c'est ça que je vous disais aussi au tout début du live, vous allez beaucoup communiquer avec les différentes équipes. Là, par exemple, vous êtes développeur PHP, bah, vous allez devoir communiquer avec les développeurs de l'application mobile pour leur dire, là, j'ai besoin de telles données, là, je t'envoie telles données, etc. Donc là, c'est pour ça qu'il y a un petit... Voilà. merci Mickaël pour ces explications. On a apparemment Genox qui a fait 4 bonnes réponses, et donc Flep le félicite. C'est un 4 à la suite. Tu pars à Bali. Julien le perse. Attention Mickaël, il faut assumer ensuite tout ce que tu dis pendant ce live. Allez, merci pour tout. Bonne soirée. On n'a plus beaucoup de temps, donc je vais essayer d'être un peu rapide, mais maintenant on va se concentrer surtout sur le choix. Donc j'insiste encore une fois sur le fait qu'il ne faut pas se dire qu'on fait un choix pour toute la vie. Justement, là on parle vraiment du choix du bootcamp, donc lorsqu'on commence un cursus en reconversion ou qu'on veut changer un peu de voie et ajouter une corde à son arc, par quel langage on va commencer justement à apprendre le développement web. À la Wildcat School, on a JavaScript et PHP. C'est 2 cursus distincts. Mais comme l'a dit Julien, on va quand même voir un peu PHP pendant le cursus JavaScript et voir un petit peu ce qu'il en est de JavaScript pendant le cursus PHP. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec ce meetpack. Mais en gros, on ne sépare pas les deux à 100%. Mickaël, tu disais l'autre jour que selon la façon donc quelqu'un va faire la cuisine ou prendre le métro, déjà on pourrait savoir s'il est fait pour le développement web. Est-ce que tu peux expliquer assez rapidement ce constat? Bien sûr. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir un petit peu par rapport à votre personnalité, par rapport aux décisions que vous prenez tous les jours, dans la vie de tous les jours, si c'est déjà quelque chose qui peut être intéressant. Je n'ai pas envie de dire que vous êtes fait pour ça si vous faites ça, c'est juste que vous allez avoir plus de facilité à appréhender la chose. Si quand vous faites la cuisine, vous vous organisez de manière à ce que tel ingrédient, il arrive après tel ingrédient, une fois que j'ai mis celui-là, je le range, celui-là il dure 20 minutes, peut-être que je lance l'autre en 10 minutes en même temps parce que j'ai 2 casseroles. Si vous avez cet esprit un peu organisationnel lorsque vous cuisinez, c'est déjà une bonne étape. C'est-à-dire que vous avez déjà cette façon de réfléchir, cette façon d'optimiser un petit peu votre vie de tous les jours. Pareil pour lorsque vous prenez le métro.
enfin bon, alors là, je parle des grandes villes, bien évidemment, ou même le tram, lorsque vous allez vous déplacer, en fait. Si vous essayez d'optimiser vos trajets, c'est déjà quelque chose qui va vous permettre de se dire, OK, je suis peut-être fait pour ça. Si je prends un exemple, hein, moi, je sais que quand je prends le métro, j'aime bien me placer devant la sortie, que lorsque je me déplace, j'aime bien optimiser mon temps à 1 minute près. Bref, c'est des petits détails qu'il faut qu'on peut savoir déjà si vous avez une appétence pour la chose ou pas. Complètement. Voilà. Je vais juste répondre à Pakatou qui vient de nous rejoindre. Sur voilà, alors on n'est pas sur la différence entre PHP et JavaScript, on est vraiment sur ce choix de langage en début de formation si on doit se mettre et pas la différence parce que notre point de vue, c'est que notre premier langage il est fait pour nous apprendre la logique de programmation et peu importe ce langage-là entre guillemets, les deux seront complémentaires et il y a de fortes chances que plus tard on en apprenne d'autres. Donc c'est plutôt comment cerner un petit peu notre personnalité, c'est la thématique qu'on est là pour choisir le langage qui nous permettra de mettre le pied à l'étrier le plus facilement. Absolument. Complètement. Et je complète le commentaire de Pakatou qui dit désolé, je n'ai pas pu assister au début de la vidéo. Il y aura une rediffusion qu'on vous communiquera. Donc ne vous inquiétez pas, si vraiment ça vous intéresse, vous pourrez revoir un petit peu tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Merci Mickaël. J'allais le préciser aussi, mais du coup, Désolé. tu fais le job à ma place. C'est super. Désolé. Non, c'est parfait. Julien, comment tu expliquerais justement, tu avais une allégorie assez intéressante avec le pont et tu expliquais un peu les différences. Alors du coup, on vient de dire qu'il n'y avait pas de différence entre les deux, mais en tout cas, la façon d'appréhender chaque langage grâce à un pont qu'on devrait traverser. Est-ce que tu peux nous expliquer? Il n'y a pas de différence, si je reviens, il n'y a pas de différence sur à quoi ça va servir et ce qu'on peut faire avec. Par contre, la façon de manipuler un langage, je vais reprendre l'exemple, comme les langues étrangères, elles ont quand même des différences, des subtilités. On a, en fait, comme je vous l'ai dit en introduction, JavaScript, à l'origine, c'était faire des animations dans le navigateur. Donc, il a été conçu et pensé pour ça. PHP, quand il a été conçu, il était là pour faire du templating en back. Et en fait, ces premières briques de conception, à la fin, fur et à mesure qu'on rajoute des couches et qu'on fait évoluer les langages, ça donne un style, ça donne un esprit au langage. En fait, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, si vous allez regarder les vidéos de bashing entre les langages, parce que les langages, ils ont un esprit et selon le développeur, s'il est en phase avec cet esprit de langage, il s'y retrouve et ça se passe bien, ou il s'y retrouve pas et ça se passe pas bien. Et il rejette, et ainsi de suite. Et je vais vous refaire l'analogie. Moi, ce que j'aime bien, c'est avec un pont. Un langage, comme le pont, il va nous permettre de traverser notre rivière, traverser notre ravin. Si je prends PHP, qui est aujourd'hui un langage évolué, qui est typé, qui a plein de choses qui ont été rajoutées à ce langage-là pour le renforcer, comme on dit, c'est des langages qui commencent à être solides, on va avoir un pont qui va vraiment être métallique, avec des gros garde-corps, et ainsi de suite. On aura tout mis, on aura mis nos barrières. Donc, quand on code, il faut qu'on pense à tout, faire la structure, les fondations pour que le pont y tienne. Mais une fois qu'on monte dessus, on est sûr que ça tient. Alors, ça a des inconvénients, c'est-à-dire que quand on va vouloir faire des choses, on a ces garde-corps, on ne peut pas tout faire. JavaScript n'a pas forcément cette évolution-là. Il a toujours eu beaucoup de souplesse et en fait, il a un écosystème où on va beaucoup piocher dans le code des autres et ainsi de suite. Ça demande beaucoup de curiosité et toujours de l'évolution. Et notre pont, il va ressembler beaucoup plus à quelque chose comme un pont de singe. Alors, il va nous permettre aussi, si on est à l'aise avec le fait que ce soit souple, que ça bouge dans tous les sens, de traverser la rivière. Quand on sera au milieu, ce sera peut-être plus facile de faire des jolies photos parce qu'on n'aura pas les garde-corps. Mais sur le coup, il est peut-être un peu moins rassurant. On n'a pas de garde-fou. C'est-à-dire que si nous, en tant que développeurs, on ne s'accroche pas en permanence à une corde pour nous tenir, si on glisse, on glisse. Point. Notre application, ce sera pareil. Donc, si je finis sur mon allégorie, en fait, si en tant que personnalité, je ne suis pas forcément toujours très rigoureux et ainsi de suite, que je ne suis pas d'entrée de jeu curieux, vaut peut-être mieux que je me mette au PHP parce que le langage va venir compléter ma personnalité pour atteindre l'objectif. Par contre, de moi-même, je suis très rigoureux. Je fais toujours attention. Je fais attention aux choses, je retiens bien les choses et que je sais me mettre moi-même des garde-fous. Je suis assez curieux. Peut-être que JS me convient mieux parce que j'aurai plus de souplesse et d'exploration dans mon langage. Donc voilà comment on voit l'esprit du langage, comment il peut compléter la personnalité du développeur pour faire une harmonie dans notre développement. Merci Julien, c'est hyper complet et très simple à comprendre du coup avec l'analogie du pont. Comme on n'a plus énormément de temps, je vous propose de
poser vos questions dans le chat. Pendant ce temps, on a Nicolas qui va témoigner de son expérience puisqu'il a suivi le bootcamp et je ne vais pas spoiler, il va vous raconter justement ce qu'il a fait par la suite. Et on répondra aux questions après, comme ça, ceux qui doivent filer pourront filer et puis on pourra peut-être rester 5 minutes de plus pour répondre à toutes vos questions. Donc toi, Nicolas, tu as suivi le bootcamp, tu disais, donc en 2022, si je C'est ne dis ça, pas de bêtises. tout à fait. Ouais. Et quel langage tu as choisi et comment tu l'as choisi justement? Tu as déjà un peu Alors, répondu tout à l'heure. Mais... ouais, j'ai un peu répondu tout à l'heure, donc juste pour ceux qui n'étaient pas là dans le chat et rapidement, j'ai fait un bootcamp JS sur le campus d'Anglet, donc JavaScript, et on a appris par la suite en toute fin de formation TypeScript. Donc pour faire l'analogie avec le point de tout à l'heure, TypeScript c'est un peu un typage plus prononcé sur JavaScript qui permet de redresser le fameux pont de singe. Voilà. Et donc ça, c'était plus une formation que j'ai choisie moi avec un campus par rapport à ma situation de vie. Voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants, je ne pouvais pas traverser la France pour aller me former. Donc maintenant, il y a la solution des formations en remote qui est plutôt cool aussi. Et donc voilà, donc c'était plus un choix de proximité, de compatibilité avec ma vie de famille et du coup mettre les pieds dans le dev, quoi. On dit souvent que choisir, c'est renoncer, justement. Est-ce que tu as eu l'impression que le choix de ce langage t'enfermait un petit peu ou te fermait des portes par rapport, notamment, c'est revenu beaucoup dans le chat, aux offres d'emploi dans ta région ou par rapport à la suite? Comment tu l'as appréhendé, ce choix-là? Ouais. Alors, absolument pas. La preuve, c'est que j'étais en formation JS et comment ça s'est passé pour que j'arrive dans le métier où je suis aujourd'hui, c'est que j'ai vu une annonce PHP pour une alternance sur le Slack, justement, Slack de la Wild, où il y avait une personne qui proposait une alternance en PHP. J'ai contacté le CTO via LinkedIn et pour lui faire savoir que l'annonce m'intéressait. Et puis, il m'a dit qu'il y aurait un test technique. J'ai dit, allez, banco, on y va. J'avais 2 mois de JS dans les jambes. J'avais pas trop. Moi, j'avais un peu de code avant parce que je venais du visuel basique et de notre métier, mais peu de dev. Et il n'y avait pas de chat GPT. Donc, du coup, c'était un peu débrouille-toi avec la doc. Et non, content d'avoir fait la bascule et d'avoir dit, OK, le challenge, et j'y vais. Je dirais que le langage, il ne ferme pas les portes, mais il ne faut pas s'enfermer non plus. Voilà. En sortie de formation, l'intérêt, c'est vraiment de mettre un pied dans le métier et puis on va grandir après. Et est-ce que tu as justement eu du mal à passer d'un langage à l'autre ou est-ce que c'est justement une flexibilité qui t'a aidé pour la suite? Enfin, comment tu t'es formé justement tout seul en autodidacte à un nouveau langage? Ouais. Alors, ouais, depuis le bootcamp, du coup, j'ai basculé sur les stacks PHP Symfony, essentiellement. Alors, le JavaScript que j'avais appris au bootcamp me sert aussi, puisque je fais un tout petit peu de front, c'est-à-dire un petit peu de back-office, c'est-à-dire quand les personnes ont un site, en général, il y a les administrateurs qui ont accès à une autre partie, donc je fais ça en JavaScript. Et ensuite, je fais tout ce qui est back, c'est-à-dire ce qui ne se voit pas en PHP. Donc j'ai utilisé un peu comme tout le monde du YouTube, du Udemy. Voilà, j'ai fait différentes formations. Voilà. Et aussi surtout la doc officielle, parce que j'aimais bien la devise de la Wild qui était apprendre à apprendre. Une fois qu'on est lâché et qu'on n'a plus nos formateurs derrière, même s'ils nous accompagnent toujours un peu sur Discord, il faut qu'on apprenne à voler soi-même, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, tu travailles du coup avec PHP alors que tu avais suivi la formation JavaScript. Ouais, Est-ce qu'il y a exactement. d'autres langages que tu apprends sur ton temps libre ou que tu as appris justement pour ton poste actuel? Alors, ce que je disais tout à l'heure, par rapport à mon poste actuel, il y a différents langages que j'ai testés, mais plus pour faire un joujou, on va dire, parce que j'ai dans l'équipe des personnes qui utilisent le Python, qui utilisent un peu le Rust, donc c'était juste pour comprendre un peu leur environnement de travail, sans aller trop loin, parce qu'il ne faut pas s'éparpiller non plus. On a vite fait de se perdre dans le web, c'est immense. Il y en aura pour tout le monde. Pour tous les goûts. Et après, j'ai utilisé du Bash, le Bash qui est le langage qu'on utilise dans le terminal Linux pour juste automatiser des choses dans ma vie de tous les jours maintenant. Voilà. Et dernière petite question, si tu étais en face aujourd'hui de quelqu'un, enfin tu es certainement en face de quelqu'un que tu ne vois pas, qui ne sait pas quel langage choisir pour commencer, quel conseil tu lui donnerais? Alors, je dirais, alors je suis
peut-être pas tout à fait d'accord avec Julien par rapport à tout à l'heure, mais les deux points de vue s'entendent. J'aurais dit moi JS pour les créatifs, mais pas pour les bordéliques. Clairement. Parce que sinon, ça peut être vite n'importe quoi. Et PHP pour celles et ceux qui aiment les choses un peu plus carrées. C'est vrai que moi, notamment en l'utilisant avec un framework comme Symfony, tout est carré, tout est au bon endroit, tout est bien rangé, c'est propre, la maison, elle est belle. Voilà. Donc, je dirais PHP. Mais je rappelle à tout le monde ce que j'ai déjà dit, l'important, c'est de mettre le pied dans le web. C'est derrière le stage, derrière le... Alors, vous ne trouverez peut-être pas la stack idéale qui va vous permettre d'avoir le poste où vous sortez, vous avez pile la stack que vous avez après la wild. Vous regardez les annonces sur Indeed, sur Welcome to the Jungle, sur LinkedIn. Vous verrez qu'il y a une liste souvent comme ça de stacks qui sont demandées. Voilà. Vous ne fermez pas des portes, restez curieux, allez-y. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Je ne sais Merci, pas, Nicolas. Julien et Mickaël, si vous vouliez Alors moi, réagir. je veux rebondir sur une question de Silvo qui pose, du coup, pour JS, il vaut mieux aller sur TypeScript en premier lieu ou bien un framework type React. Alors, je ne répondrai pas pour JS en général, mais quel que soit le langage, je pense que dans premier lieu, il faut apprendre le langage. Ça veut dire apprendre sa syntaxe, apprendre les quelques grandes méthodes qui sont associées, les petites choses, avant de vouloir rajouter quoi que ce soit, un framework, une librairie, autre chose qui va être une surcouche à notre chose. Maîtriser la base, donc aller faire du JavaScript et un petit peu de logique en JavaScript en premier ou en PHP pour bien être à l'aise avec toutes les structures et les syntaxes avant d'attaquer autre chose. À la while, en tout cas, on prend toujours le premier mois et demi, il est vraiment basé sur le langage en lui-même avant d'ajouter des outils qui vont nous permettre de faire nos interfaces de manière plus rapide. Okay. TypeScript, comme l'a dit Nicolas, pour le JavaScript, ça va être les renforts de pont. Voilà, rendre la structure un peu mieux rangée que le bazar. Tu as très bien utilisé le mot. Hein. Si on est bordélique, excusez-moi le terme, mais il ne faut pas faire JavaScript. Ça ne va pas faire des belles applications. Faut apprendre à bien ranger par soi-même. Hein, ce que je vous disais, c'était ça mon allégorie, c'est que si par nous-mêmes on aime bien ranger, on peut faire du JavaScript. Si par nous-mêmes on n'aime pas ranger, vaut mieux pas. TypeScript va nous aider dans ce sens-là, alors que le framework, la librairie, comme PHP peut utiliser Symfony, nous on aura du React ou autre chose en back. Ce sera pour après, pour le web. Absolument. Moi, j'aimerais, excusez-moi, j'en profite parce que je sais qu'on va pas tarder à couper, mais moi, il y a un commentaire qui est arrivé il y a un petit moment et ça rejoint un peu ce que disait Nicolas sur la fin. C'était le commentaire de Simon Honoré qui nous disait le plus important ne serait pas les offres d'emploi dans notre région pour faire ce choix. Oui, je suis en recherche du premier emploi. Justement, non, moi, j'ai envie de casser un peu cette idée de baser vos critères de sélection sur de l'employabilité. Ce que disait Nicolas, et ce que j'ai vécu avec nombre d'élèves que j'ai eus, c'est que vous n'allez pas travailler sur la stack technique sur laquelle vous avez appris, sur laquelle vous avez appris à la Welcome School. Cette phrase, elle n'était pas très française, mais vous avez compris l'idée. C'est de se dire que moi, sur tous les élèves PHP que j'ai eus, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont maintenant sur des stacks PHP, alors que la majorité, 80%, sont partis sur des stacks avec du JavaScript, avec du Java, avec du Python, avec d'autres langages. Donc, c'est pour ça que, et c'est un peu l'idée de ce live aussi, c'est vraiment, je sais que lorsque on arrive en formation, lorsqu'on est dans une reconversion professionnelle, le truc qui nous intéresse, c'est le travail après. Et donc, beaucoup de gens basent leurs critères et leurs choix de sélection sur, je vais taper JavaScript sur LinkedIn, sur Welcome to the Jungle, sur tous les outils de recherche d'emploi, et je vais taper PHP pareil, et je vais faire un peu une espèce de choix en fonction du nombre de résultats que j'ai. Je vous déconseille de faire ça, parce que ce n'est pas utile, en fait, ce n'est pas utile pour vous. Je vous conseille plus de vous baser sur tout ce qu'on vient d'expliquer pendant 1 heure afin de faire votre choix. C'est plus intéressant. Voilà. Complètement. On a une autre question. Du coup, en bac, PHP et JS sont devenus interchangeables. Et comme le dit Floto, à part pour des besoins spécifiques, tu peux faire des choses similaires avec les deux. Même si c'est bien aussi de connaître les deux, mais il y en aura forcément un avec lequel tu seras plus à l'aise. Et on a une question un peu plus technique de Sylvos. Du coup, pour JavaScript, il vaut mieux aller sur TypeScript en premier lieu ou bien un framework type React. C'est ce que tu as répondu, Julien, à cette question. J'ai répondu juste avant. Ouais. Dans les cas, en premier lieu, il faut apprendre JavaScript. Tout à fait. Et pour réagir à ça, on a du coup Valhalla et Simon qui me dit donc que c'était important de comprendre ce que le framework fait à notre place. Et comme le dit Valhalla, il faut apprendre le français avant d'apprendre les règles de la poésie. Très bien. Super analogie aussi. Très belle comparaison. Donc, merci pour ça.
Je ne Un sais pas si vous aviez d'autres questions dans le chat ou Michael, si tu voulais réagir Ouais, je à voulais juste quelque revenir chose. sur le terme framework qu'on utilise beaucoup Oui, depuis tout à c'est l'heure vrai, et qui oui. est peut-être pas très compréhensible par des gens. C'est quelque chose qu'on va vous apprendre durant la formation. Un framework, c'est un cadre de travail. Donc, ce sont des outils dans votre langage qu'on utilise très souvent, que ce soit en PHP ou en JavaScript, hein. Ce sont des choses qui sont utilisées très souvent. Je prends l'exemple, par exemple, d'un mailer. J'ai envie d'envoyer des mails. Bah, le framework, le mailer va faire partie du framework et ça va nous permettre de faire ça beaucoup plus facilement, car beaucoup d'autres personnes l'ont déjà fait en fait. Donc on ne va pas réécrire le truc qui existe déjà, on va utiliser ce qui a déjà été fait. Tout à fait. On a Valala qui dit, pour réagir à ce qu'on disait un peu plus tôt, que ça peut être une bonne idée et que c'est rassurant pour un recruteur qui se base que sur le CV. Mais est-ce que c'est une bonne idée de chercher à travailler pour un recruteur qui ne s'intéresse que justement à ce CV? C'est vrai que c'est quelque chose aussi quand on se reconvertit, qu'on a d'autres expériences par le passé, on va plutôt privilégier quelqu'un qui s'intéresse à notre expérience, à nos soft skills. Donc c'est, assez, aligné avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Voilà, et Absolument. puis, si je rebondis sur Mickaël, ce qu'il a dit par rapport à si vous tapez JS les offres d'emploi et PHP les offres d'emploi et que vous faites le comparatif pour choisir, c'est pas une bonne idée parce que ce qu'on se rencontre aussi à la Wild, c'est que, et ce qu'on dit à tous nos élèves, c'est que pour une offre d'emploi, il y a 3 ou 4 offres qui sont souterraines, qui sont du bouche à oreille, qui sont du réseau, qui sont du LinkedIn, qui n'ont pas vraiment été publiées avant. Et celles-là, on ne sait pas si c'est du JS ou du PHP, c'est pas dénombrable. Donc en fait, la partie immergée de Indeed, elle n'est pas bonne. Parce qu'en plus, souvent, sur ces offres-là, ce qu'on voit, c'est que c'est des entreprises qui n'y connaissent pas grand-chose. Et donc, ils reprennent des types, des RH qui ont besoin, ils savent qu'ils ont besoin d'un développeur, mais ils ne savent pas trop ce que c'est. Et qui postent quelque chose en disant « Ah, ben, j'ai vu que les autres annonces, ils postaient ça, je reposte la même chose. » Donc, ce n'est pas forcément les annonces les plus pertinentes. Pas qu'elles n'existent pas et que le travail n'est pas bien derrière, c'est que la façon de formuler l'annonce n'est pas forcément pertinente. Absolument. Et souvent, dans les annonces, ils vous mettent 1 milliard de techno, d'outils, de langages à connaître. Sachez que même nous qui avons des années d'expérience dans le métier, on ne répond pas à tous ces critères. Il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir sur le tas. Il ne faut pas se dire « Ah bah non, moi je fais que du PHP, je ne vais pas postuler parce qu'ils cherchent du JavaScript, du React, tout ça. » Il faut y aller et il faut découvrir sur le tas. Je vais prendre un dernier exemple là-dessus pour clôturer. Sur les changements de langage, ma première session, j'ai un élève qui a fait JS et aujourd'hui il travaille sur du C#. Il travaille pour un logiciel sur les aéroports, donc des très 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 grosses données. Et sur le coup, en 1 an dans la boîte, il a délogé les anciens qui faisaient du C# parce qu'ils n'avaient pas fait de mise à jour sur les évolutions et ainsi de suite. Et sur le coup, c'est lui qui est passé chef de projet. Parce qu'il a appris à mieux structurer, à mieux mettre en place les éléments. Et on voit qu'il n'était pas C# à la base, et c'est lui maintenant qui dit aux autres comment faudrait organiser le C#. Excuse-moi Fanny, je reprends parce qu'il y a 2 commentaires sur lesquels j'aimerais revenir. Il y a celui de Zizou, déjà très beau pseudo, merci, qui nous dit qu'étant en recherche d'actifs d'emploi post-formation, j'ai l'impression que les recruteurs recherchent beaucoup plus de soft skills et de qualité d'adaptation. Je ne sais pas s'ils recherchent plus ça, je le pense, je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve que c'est très important de les mettre en avant. On a beaucoup de sorties actuelles d'élèves de bootcamp et vous pouvez vous différencier sur ça, sur les soft skills. Les soft skills, c'est votre personnalité, c'est la façon dont vous allez apprendre, la façon dont vous allez réagir face à, pas à l'adversité, parce qu'on n'est pas dans un manga, mais face à une difficulté. Ce que disait Nicolas, comment vous apprenez, comment vous avez appris à apprendre, comment, si vous avez un problème, comment vous vous démerdez. Tout ce genre de choses-là, je trouve que c'est très important de les mettre en avant lors de vos entretiens. Et j'en profite pour faire une transition sur le commentaire de Cyril qui nous dit j'avoue, pour chercher du boulot en ce moment, je suis souvent face au mur, minimum 2-3 ans d'expérience en Python. Les RH voient que tu fais pas ça sur ton CV, donc tu es recalé. Ça, je vous avoue que ouais, je peux comprendre. Après, est-ce que c'est un poste de junior? C'est des postes de junior qu'on te demande quand ils te demandent ça ou pas du tout? J'ai juste envie de savoir ça parce que il y a souvent aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des robots qui vont passer sur vos CV parce qu'ils reçoivent des dizaines et des centaines de CV. Donc souvent, on va venir, nous en tout cas à la Wild, travailler votre CV pour que ça passe parmi les robots, qu'on mette les bons termes, les bonnes choses. Moi, je trouve ça important de plus mettre en avant vos soft skills que vos outils techniques.
Mais sur la partie 2-3 ans d'XP en Python, je ne sais pas trop si vous avez une idée de comment réagir à ça, Nicolas et Julien. Moi, j'ai juste vu de l'intérieur maintenant que je vois un peu les profils qui sont recrutés ou comme ça aussi. Je dirais que le CTO, par exemple, il va connaître les points forts de son équipe, les points d'amélioration. Il va chercher le bon fit avec son équipe, quoi. C'est-à-dire la personne qui matche bien avec le reste de l'équipe. Donc, les soft skills, c'est hyper important. Et puis, en général, il va aussi essayer de savoir s'il y a des choses à montrer, si on s'est intéressé à l'entreprise et pas que juste arriver avec une liste de stacks sur un CV que tout le monde peut avoir de la même manière, quoi. Il va savoir est-ce que la personne est vraiment intéressée pour bosser chez moi ou pour bosser tout court. Voilà. Donc, c'est vrai que renseignez-vous, envoyez peut-être un peu moins de choses, mais plus ciblé et intéressez-vous aux entreprises. Et au pire, dites que vous avez 2 ans d'XP en Python, hein. Alors que c'est pas le cas, hein. C'est la formation, la fonction arrondi sup, elle marche bien, 1,3 et 2. Et si je reviens sur le côté junior ou senior, alors moi, je vais te dire, nous, on propose des bootcamps, on voit beaucoup d'élèves, on en voit beaucoup qui leur reconversion, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. C'est rare de trouver le CDI à la fin de la formation. Préparez-vous quand même à avoir 3 à 6 mois de renforcement de vos compétences. On va vous demander de préparer le titre, typiquement, de préparer. Et ce qu'on voit, c'est que ces 3 à 6 mois-là, derrière, il faut vous y préparer. C'est le test par rapport au marché de l'emploi. Il faut s'accrocher pendant 3 à 6 mois, continuer de travailler tout seul, continuer à faire des projets tout seul, continuer à renforcer. Et c'est parce que vous allez montrer cette surmotivation, cette motivation après coup, C'est ça. qu'à un moment, il y a un recruteur qui va dire oui. C'est exactement ça. Si vous attendez 15 jours après la formation et qu'au bout de 15 jours, vous baissez les bras, ben en fait, c'est le test. Est-ce que vous étiez vraiment motivé pour faire votre conversion ou non? Et c'est ça, 15 jours, ben, ce n'est pas suffisant. Mais là, demain, même dans votre boulot, aujourd'hui, posez-vous la question, si aujourd'hui, vous commencez à postuler, que vous ne vous donnez que 15 jours pour changer de boulot, est-ce que vous trouvez quelqu'un? Alors que vous êtes compétent dans votre boulot? Non, il y a très peu de chances. Okay. C'est ça. Il y a 3 à 6 mois derrière pour passer, c'est le temps de recrutement en France, c'est 3 à 6 mois. En plus, là, il faut trouver la première personne qui va nous faire confiance. Donc, il y a 3 temps. Il y a la formation, vous allez vous apprendre les compétences, et après, il y a le test par rapport au marché du travail qui peut durer 3 à 6 mois. Il faut s'accrocher. Ceux qui s'accrochent 6 mois, moi, j'en ai très peu qui n'ont pas réussi à trouver une première ouverture. J'ai envie. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, Nico, vas-y. J'aurais juste rajouté déjà que l'importance d'un stage ou de trouver quelque chose juste en sortie, même d'1 mois et demi. Parce que moi, pour raconter mon histoire un peu, ça a commencé par un stage d'1 mois et demi. Derrière, je me suis débrouillé avec l'entreprise. Comme j'étais au chômage, j'ai mis en place une FPR, une aide à la formation pour le retour à l'emploi avec Pôle emploi. Donc, en gros, l'entreprise devait me former pendant 2 mois et demi. Elle touchait une petite subvention. Et derrière, le contrepartie, c'était d'avoir un CDD de 6 mois. Donc, j'ai été gardé en CDI, j'ai eu de la chance, voilà, ça s'est bien passé. Mais l'idée, c'est vraiment, même un stage, un 1 mois et demi, vous découvrez derrière plein de choses que vous n'avez pas eu le temps, parce que moi, c'est short en formation, et vous voyez un peu comment ça se passe en milieu pro. Donc, c'est vraiment une expérience déjà importante. Donc, faire le sacrifice sur 1 mois et demi pour dire je rentre en stage et trouver après des façons de présenter ça différemment à l'entreprise, comment on peut continuer en ça. Complètement. On a Valala qui nous disait quelque chose aussi sur le fait qu'au bout de 5 mois, on ne maîtrise rien du tout, ce qui peut être débattu, et bon, il faut qu'on conclue quand même, donc je vais faire assez vite, mais c'est vrai que nous, on ne vend pas le fait d'être expert au bout de 5 mois. C'est sûr qu'au bout de 5 mois, on est encore junior, qu'il faudra des années pour devenir un expert. Comme le disaient Julien et Mickaël au début de ce live d'ailleurs, ah non, moi je ne suis pas expert, alors qu'ils sont eux-mêmes formateurs et qu'ils sont quand même très doués sur les langages qu'ils enseignent. Donc il y a aussi cette notion de toujours rester à l'affût, toujours faire de la veille sur les langages qu'on pratique, parce qu'il y a justement des mises à jour régulières. Là, ces derniers mois, on l'a vu avec l'IA, il y a plein de choses qui changent. Enfin, c'est un métier, la tech, qui est en constante évolution, donc c'est important de garder cette veille pour justement passer plus senior, ou en tout cas être plus à l'aise sur ce qu'on fait. Mais comme on vous l'a dit tout au long un petit peu de ce live, en tout cas, c'est vraiment, pour conclure, le fait de mettre le pied à l'étrier qui est important. Le choix du langage ne vous enfermera pas dans ce langage pour le reste de votre carrière professionnelle. Il ne vous fermera aucune porte non plus. Il faut juste trouver le langage avec lequel vous allez être le plus à l'aise. Et comme Flotoprof le dit, expert aujourd'hui, dépassé demain si on ne se forme pas en continu.
Ça, c'est hyper vrai. C'est vrai pour tous les milieux. Moi, je suis plutôt dans la communication. C'est vrai qu'avec l'arrivée de nouvelles plateformes, si on reste pas à jour, on est aussi dépassé. Donc, c'est pas forcément vrai que en développement web. Et si vous aimez justement avoir ce challenge continu, cette veille, cet apprentissage, je pense que le développement web peut être un bon domaine pour vous. Julien, Michael et Nicolas, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose peut-être pour conclure, insister sur quelque chose par rapport au choix de ce premier langage? Allez-y les gars, si vous avez un truc. Moi, je peux finir après si vous voulez. Non, moi j'ai Non. pas plus. Je crois que j'ai donné tous mes arguments comme quoi. Non, je crois qu'on a un peu tout donné là. Moi, il y a juste un petit détail dont j'aurais aimé parler que j'ai oublié, c'est vous parler très rapidement, Fanny, t'inquiète pas. Très rapidement, vous parler des parcours de formation qu'on fait à la Wild, où on a beaucoup parlé de JavaScript et de PHP. Nous, on vous propose plusieurs parcours de formation. Il y a l'alternance derrière. Vous pouvez très bien commencer une formation bootcamp PHP pour partir sur une alternance en JavaScript si vous aimez bien un peu tout voir. Et vous pouvez très bien partir sur un bootcamp JavaScript et une alternance JavaScript si vous voulez vous spécialiser. Donc, c'est quelque chose que je voulais vous parler plus en détail. On n'a pas trop le temps. On pourrait répondre à vos questions si vous en avez. Il n'y a pas de problème plus tard. Sinon, moi, j'aimerais revenir sur ce live. Moi, je trouve que vous avez été hyper bien. Vous avez participé. C'était hyper agréable à faire. Donc, merci à vous tous. Merci aussi à Fanny, Nicolas et Julien. Parce que c'était vraiment... moi, j'ai kiffé. Moi, je vous le dis. Ça, voilà, la vie de streamer, c'est vraiment trop bien. Donc, merci à tous pour votre participation et j'espère vous voir très vite. Merci à tous. Ouais, Michael, tu as tout dit. Merci pour tous vos commentaires, toutes vos interactions. On a Cyril qui nous dit, pour conclure, j'ai fait l'alternance JS, beaucoup de gens viennent de milieux différents, pas besoin de passer par le parcours JS. En effet, il faut juste avoir un niveau qui soit assez cohérent pour faire l'alternance, qui soit assez solide. Et on a Eglouglou, j'adore ton pseudo, qui nous dit merci à vous. Merci à tous en tout cas. Et puis, avec plaisir pour vous reparler de JavaScript et PHP prochainement, si Julien, Michael et Nicolas le sont aussi. Et on vous souhaite une bonne journée. Et merci encore.